Salut à tous, c'est Fiche Moto. On se retrouve pour une nouvelle fiche pour réviser votre permis moto. Aujourd'hui, on va parler de la fiche numéro 11 qui parle de vitesse et de freinage. Alors, cette fiche, elle est assez dense. Je trouve que c'est une des plus denses des 12 fiches. Il y a 7 chapitres. Donc d'abord, on va parler de la vitesse en mètres par seconde, ensuite du temps de réaction, ensuite de l'énergie cinétique. Au quatrième chapitre, on va parler des distances de freinage. En cinquième chapitre, on va parler des distances d'arrêt et vitesse. En sixième chapitre, on va parler du freinage et de la réaction de la moto. Et enfin, en dernier chapitre, on va parler du freinage et des dérapages. Alors, premier chapitre, vitesse en mètres par seconde. Donc, généralement, les vitesses sont exprimées en kilomètres par heure. En tout cas, c'est comme ça que les limitations de vitesse sont exprimées dans le code de la route. Mais il est plus facile de visualiser une vitesse en mètres par seconde qu'en kilomètres par heure. Si je vous dis que vous roulez à 50 km à l'heure, on a du mal à réaliser ce que ça fait. Alors que si je vous dis que vous roulez à 15 mètres par seconde, là vous vous rendez compte qu'en une seconde vous parcourez 15 mètres, donc vous êtes capable d'évaluer ce que ça représente. Donc la première chose à dire à l'examinateur, c'est qu'on exprime parfois des vitesses en mètres par seconde parce que c'est plus facile pour le commun des mortels de les visualiser. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour exprimer une vitesse en mètres par seconde? C'est très simple, on prend la vitesse en kilomètres par heure et on multiplie par 3 le chiffre des dizaines. Donc par exemple, si je roule à 50 km par heure, je multiplie par 3 le chiffre des dizaines, donc je fais 3 fois 5, ça me donne 15. Et bien rouler à 50 km à l'heure correspond à une vitesse de 15 mètres par seconde. Super simple. Deuxième chapitre sur le temps de réaction. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que le temps de réaction? C'est très simple, le temps de réaction, c'est le temps qui est mis par le cerveau pour analyser une situation et donner un ordre approprié à cette situation. Donc par exemple, je roule derrière une voiture qui se met à piler, et le temps de réaction, ça va être le temps que je vais mettre entre le moment où j'ai vu que la voiture commençait à piler et le moment où je vais actionner mes commandes de frein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce temps de réaction est en moyenne d'une seconde pour une personne en pleine possession de ses moyens. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous avez toujours une seconde de retard pour réagir à une situation dangereuse. Et ça, c'est uniquement si vous êtes en pleine possession de vos moyens. Parce que sinon, le temps de réaction il augmente si jamais vous êtes malade, si jamais vous êtes stressé, si jamais vous êtes fatigué, si jamais vous conduisez sous l'emprise de l'alcool ou de drogue, ou de médicaments, ou si jamais vous téléphonez en même temps que vous conduisez. Troisième chapitre sur l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? L'énergie cinétique, c'est une énergie que tout objet, toute chose qui est en mouvement accumule. Et pourquoi est-ce qu'on vous parle de cette énergie? Pourquoi elle est importante? Elle est importante parce que c'est cette énergie-là qui provoque des dégâts lorsqu'il y a un accident. C'est cette énergie qui est accumulée pendant le mouvement, qui va se libérer lors d'un choc et qui va provoquer les dégâts. C'est ce qui fait que les carrosseries se froissent, c'est ce qui fait que vos articulations se cassent, c'est ce qui fait que ce qui cause tous les dégâts liés aux accidents. Ensuite, ce qu'il est important de dire à propos de cette énergie, c'est qu'elle est proportionnelle à la masse et au carré de la vitesse. Et être proportionnel au carré de la vitesse, ça veut dire que si vous roulez 2 fois plus vite, vous augmentez par 4, vous multipliez par 4 votre énergie cinétique. Et donc vous augmentez par 4 les dégâts qui pourraient arriver si vous avez un accident ou une chute. Donc quelques correspondances à savoir. Donc, si on percute un obstacle à 50 km à l'heure, ça équivaut à faire une chute de 3 étages. Si on percute un obstacle à 90 km à l'heure, cette fois, ça équivaut à une chute de 10 étages. Et enfin, si on percute un obstacle à 130 km à l'heure, donc la vitesse limite autorisée sur autoroute, ça équivaut à une chute de 22 étages. Quatrième chapitre sur la distance de freinage. Donc tout d'abord, on va rappeler à l'examinateur la définition. Donc la distance de freinage, c'est la distance parcourue entre le moment où on a actionné la commande de frein et le moment où on s'arrête effectivement.
Donc cette distance est proportionnelle au carré de la vitesse. Ça veut dire qu'en roulant 2 fois plus vite, on multiplie la distance de freinage par 4. Et cette distance dépend de plusieurs facteurs, donc notamment de l'état de la route. Et évidemment, sur une route mouillée, on va s'arrêter, on va mettre beaucoup plus de distance, on va parcourir beaucoup plus de distance avant de s'arrêter. Généralement, on parcourt environ 2 fois plus de distance que sur route sèche. La distance de freinage va aussi dépendre de l'état des pneumatiques, s'ils sont en bon état et pas usés. Ça va aussi dépendre de l'état et de l'utilisation des freins, si on répartit bien le freinage 70% à l'avant, 30% à l'arrière, si on ne bloque pas les roues, etc. Et ça va aussi dépendre des réactions de la moto. Cinquième chapitre sur distance d'arrêt et vitesse. Donc tout d'abord, on va rappeler à l'examinateur la définition de la distance d'arrêt. Donc la distance d'arrêt, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction. Donc on rappelle que le temps de réaction, c'est d'environ 1 seconde pour une personne en pleine possession de ses moyens. Donc c'est cette distance parcourue pendant le temps de réaction, plus la distance parcourue pendant la phase de freinage. Donc il faut bien avoir en tête que la distance d'arrêt, elle se compose de 2 phases. Donc une phase qui est la distance que vous allez parcourir pendant le temps de réaction, et une phase qui est la distance que vous allez parcourir pendant le freinage. Alors maintenant, comment fait-on pour calculer cette distance d'arrêt? C'est très simple. Sur une route sèche, donc on va multiplier le chiffre des dizaines par lui-même. Donc ça veut dire que si jamais je roule à 50 km à l'heure, je vais mettre 5 x 5, 25 mètres pour m'arrêter. Si jamais je roule à 100 km à l'heure, je vais mettre 10 x 10, 100 mètres pour m'arrêter. On passe au chapitre numéro 6 sur le freinage et les réactions de la moto. Donc tout d'abord, quand on freine, vous l'avez appris dans le cours plateau, il faut répartir le freinage 70% à l'avant, 30% à l'arrière. Pourquoi? Parce que quand on freine, il y a ce qu'on appelle un transfert de masse de l'arrière vers l'avant. Ça veut dire que tout le poids de la moto va vers l'avant de la moto. Et donc, il faut freiner plus fort de l'avant pour compenser ce transfert de masse. Si jamais on a une mauvaise répartition du freinage, on risque de tomber. Soit on freinera trop de l'avant, et dans ce cas-là, on va bloquer la roue avant, et il y a un risque de chute. Soit on freine trop de l'arrière, et du coup, on va bloquer la roue arrière, et du coup, il y a un risque de dérapage, voire de chute. Donc certaines motos qui sont équipées d'ABS diminuent très largement ce risque de chute, parce que les roues ne se bloquent pas sur ces motos. Et donc on conserve une maniabilité et on évite de déraper. Maintenant, concernant le timing, comment est-ce qu'on fait pour freiner? Dans le cadre d'un freinage normal, on va appuyer à la fois sur le frein avant et sur le frein arrière en même temps. On va actionner les deux commandes en même temps. Dans le cadre d'un freinage d'urgence, c'est un peu différent. Il faut d'abord relâcher l'accélérateur tout de suite, comme ça on bénéficie déjà d'un frein moteur. Ensuite, on va freiner de l'arrière pour asseoir la moto sur l'arrière, et tout de suite après on va freiner de l'avant. Et dans ce cas-là, le freinage, c'est dans ce cas-là que le freinage est le plus efficace. Donc rappelez-vous bien ces étapes. Freinage d'urgence, je relâche l'accélérateur, je freine du frein arrière pour asseoir la moto, et ensuite je freine de l'avant. Septième chapitre sur freinage et dérapage. Donc on a parlé du freinage tout à l'heure. Le freinage, ça présente des risques. Si on freine avec la roue avant braquée, on risque de tomber. Si on freine dans un virage, la moto risque de se redresser et on va perdre notre trajectoire. Et si on freine sur une chaussée gravillonnée ou sur une chaussée sur laquelle il y a des feuilles mortes, on risque aussi de perdre l'équilibre et de tomber. Il faut savoir que le freinage, c'est la manœuvre la plus fréquemment tentée en situation d'urgence. C'est le premier réflexe de tout conducteur face à un danger, c'est de freiner. Mais plus le freinage est brutal et soudain, et plus il est difficile de maîtriser sa moto. C'est pour ça qu'en situation d'urgence, il y a un motocycliste sur 5 qui tombe. C'est énorme, un motocycliste sur 5 qui tombe. Alors comment est-ce qu'ils ont fait les autres pour ne pas tomber? Tout d'abord, soit ils sont équipés
d'un système ABS. Donc les roues ne se bloquent pas lors d'un freinage d'urgence, donc c'est quand même un gros plus. Soit ils n'ont pas bloqué la roue, donc ça veut dire que si jamais ils ont senti que la roue se bloquait, ils ont tout de suite relâché un tout petit peu la pression sur les freins pour retrouver l'efficacité du freinage et le contrôle de la direction. Voilà, alors c'est tout pour cette fiche. Elle est assez longue, je pense que c'est une des plus difficiles. Il y a des choses qu'il faut apprendre par cœur, donc notamment savoir comment on calcule la distance de freinage, savoir comment on calcule la distance d'arrêt, et puis il y a des choses un peu plus techniques à savoir sur le freinage, le temps de réaction, mais c'est des choses qui vont vous servir et qui sont importantes à connaître pour la conduite régulière de la moto. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de la vidéo, j'y répondrai. Et puis sinon, on se retrouve pour une nouvelle fiche pour réviser votre permis moto.